Mais tout de suite, on a parlé pornographie depuis 14 heures et nous avons Céline Tran qui est avec nous et qui était justement Katsuni, je vais y arriver. Bonjour pendant de nombreuses années, puisque vous avez commencé au printemps 2000 et vous avez donc tourné des films pendant de nombreuses années. Ouais, 13 ans. 13 ans, c'est pas rien. Non. C'est une carrière longue, comme on dit. Ce livre s'appelle On m'appelait Katsumi. Non, c'est Ne dis pas que tu aimes ça. Ah oui, pardon, excusez-moi, mais il faut reconnaître que le sous-titre est plus gros que le titre. L'éditeur aime bien mettre en valeur l'ancien pseudo. Oui, ce qui est normal aussi, parce qu'à mon avis, les gens me reconnaissent encore beaucoup à travers ce pseudo et j'ai pas de problème avec ça, mais non, le vrai titre c'est Ne dis pas que tu aimes ça. D'accord. Alors vous avez complètement changé de métier, si je puis dire, puisque aujourd'hui vous êtes coach, praticienne en hypnose, et donc vous avez quand même. Alors ce livre a été sorti déjà en 2018, c'est bien ça. Vous avez eu envie de comment dirais-je, de mettre un peu les choses au point, les points sur les i. Non, en fait c'était une opportunité. Les éditions La Musardine en fait proposent cette version poche et m'ont proposé de l'enrichir. Et j'ai vu ça vraiment comme une chance parce que j'avais été frustrée de devoir renoncer à être plus bavarde dans la première version. Il y avait des personnes qui ont compté pour moi et dont j'avais envie de parler. Je parle plus de mon chat aussi d'ailleurs. Je parle aussi d'une relation toxique que j'avais mise un peu de côté parce qu'il y avait encore de la pudeur et probablement de la honte. Et là, je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison de le cacher, ça fait partie de mon histoire. Et puis, si ce récit peut aider certaines personnes, alors tant mieux. Donc, je ne suis pas dans le militantisme et la dénonciation, mais encore une fois, dans le partage. Sachant que ça reste une histoire personnelle et qu'en aucun cas, il est question de dire faites du porno, c'est génial. Non, je raconte des bons et des mauvais moments. C'est un parcours de femme. Vous parlez de vous beaucoup aussi, d'où vous venez, et, oui. et au fond, et c'est ça peut-être qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, on peut pas dire qu'il y a quelque chose de particulier dans votre enfance ou dans votre adolescence qui vous a amené au porno. Vous y avez été presque par beaucoup bravade. Par curiosité, par challenge, parce que j'étais très timide. Maintenant, il y a toujours un contexte à prendre en compte. Moi, clairement, il y avait un esprit de transgression, de révolte vis-à-vis de l'autorité des parents. L'envie de s'émanciper, de se découvrir. Et donc ça a fait un effet cocotte minute. Je n'ai pas eu une éducation sexuelle, j'ai pas eu d'infos quand j'étais adolescente. Je me suis découvert assez tard entre guillemets, mais comme la sexualité était plutôt tabou, à partir du moment où j'ai commencé à découvrir ça, ça a été ça a été un débordement. Donc pour moi, la pornographie a été un jeu au départ, une manière d'explorer, et puis finalement ce jeu est devenu un métier parce que je m'y sentais bien. Jusqu'au jour où je m'y sentais plus bien. Évidemment. Mais alors, ce qui est intéressant, alors là, vous en parlez pas dans le livre, mais comme on évoque la pornographie aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis, Céline Tran. Vous avez commencé en 2000, vous arrêtez en 2013, donc 13 ans où la pornographie a beaucoup évolué. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce que vous diriez? En fait, la pornographie d'aujourd'hui, clairement, moi, ne m'intéresse plus. Donc, je pourrais même pas vraiment vous parler de ce qu'il y a là aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que j'ai assisté vraiment à une énorme évolution. Ce qui était encore transgressif à mes débuts, sachant que le porno existait dans les sex shops, sur les cassettes vidéo. C'était réservé aux adultes. Et ça, c'était vraiment la grande différence. On était dans une mise en scène de fantasmes pour les adultes, donc qui étaient dans cette recherche. Et puis après, il y a eu cette exposition. C'est vraiment Internet qui a tout changé, et surtout la gratuité des contenus. Et puis la recherche de rentabilité, c'est-à-dire que de films avec des mises en scène, on a glissé vers des gonzos, donc c'est-à-dire des vidéos où on n'est pas dans la recherche d'une représentation d'un fantasme, mais de l'exposition d'une performance sexuelle. Moi, en tant qu'actrice, ça me plaisait clairement. Le problème, c'est qu'après, c'est devenu quelque chose d'industriel, et donc de pousser à l'extrême. Et c'est ce qui m'a poussé à partir aussi au bout d'un moment. Parce que justement, vous en demandez trop, c'est ça? C'est-à-dire que je me sentais enfermée. Il n'y avait plus de sens, il n'y avait plus de montée d'excitation. On était juste dans la reproduction de positions avec une intensité qui devait être tout de suite forte. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça n'a plus quel est le rapport avec le plaisir?
Donc j'ai eu ce besoin aussi en tant que femme, à un moment donné, de me couper de ça. C'est intéressant ce que dit Céline, justement, Arthur Vernon. Hein. Il y a plus de relation avec le plaisir, finalement. C'est des exploits, c'est du cirque. C'est l'image. Et oui. Alors après, j'aime beaucoup le cirque. J'ai fait du cirque d'ailleurs après. Je sais, vous en parlez d'un livre. Mais et d'ailleurs, ça se retrouve aujourd'hui dans la sexualité de beaucoup. Je fais de l'accompagnement aujourd'hui à travers mon métier, et je suis face à des personnes qui se retrouvent elles aussi piégées par ça, parce qu'elles ont grandi avec des images pornographiques. Et le but, c'est pas d'un seul coup de se retourner contre le porno et de dire que tout est mal, mais effectivement, à partir du moment où ça devient quelque chose de normalisé, eh bien, les gens finissent par effectivement penser que ça doit se passer comme ça. Et donc, il y a cette recherche de performance à travers l'image et l'oubli du ressenti. C'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui oublient que, a priori, en tout cas c'est ma vision, la sexualité devrait être un espace de plaisir et de liberté d'expression. Alors que là, on est plus dans le montrer que je suis à la hauteur. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça revient au problème qu'on a évoqué pendant toute l'émission, qui est sur l'éducation à la sexualité, qui doit être bien dissociée de la pornographie. Ne dis pas que tu aimes ça. C'est Céline Tran qui est avec nous. On est toujours avec Arthur Vernon. On fait une petite pause et on va revenir sur quelque chose qui me paraît aussi essentiel. Vous l'évoquez dans ce livre. Il faut peut-être aussi apprendre aux femmes à dire non. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Arthur Vernon, et je rappelle que vous pouvez aller sur le site qu'a créé Arthur Vernon avec Flore Chérie, mysweetfantasy.com, pour peut-être réaliser votre fantasme. Je suppose d'ailleurs qu'on a beaucoup de demandes de fantasmes, d'exhibitions, de tournages, peut-être de sextape ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de demandes de personnes qui veulent assister à un tournage d'un film porno, par exemple. Donc oui, ça, ce sont des choses qui arrivent. Oui, ça reste encore quelque chose de transgressif. Hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, il y a toujours une grande curiosité. Et puis sur l'exhibition, oui, mais là, dans ces conditions, là, ce sera plus sur la scène de Sweet Paradise, parce que les gens, au moins, on ne peut pas imposer de l'exhibition à des gens qui ne sont pas consentants. Donc on a un public qui permet comme ça d'avoir cette exhibition si on a envie de s'y amuser. Alors Céline Tran est avec nous également. Ce livre est ressorti dans la collection Lecture amoureuse de la Musardine. Ne dis pas que tu aimes ça. Et avec le sous-titre, évidemment, on m'appelait Katsuni. Je vous poserai pas la question si vous en avez pas marre que de temps en temps on vous rappelle votre passé. Je sais de quoi on parle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sert à rien de toute manière de non, je crois que l'étiquette est très collante. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant quand, à un moment donné, vous tournez un film où c'est une séquence de viol, hein, et ça vous le vivez assez mal. Et puis par la suite, vous dites, il faudrait qu'on apprenne à dire non, et également dans la pornographie, parce qu'au fond, c'est pas parce qu'on est actrice pornographique qu'il faut accepter de tourner n'importe quoi. Et c'est toute la question finalement du féminin que vous soulevez. Oui, alors c'est vrai que c'est très complexe quand on est actrice, parce qu'il y a une forme de dissociation qui se fait. Le corps et son outil de travail est un objet. Alors forcément, j'avais un discours qui avait beaucoup moins de distance quand j'étais en activité, puisque j'étais en immersion, et donc je ne voyais pas forcément la violence que pouvaient contenir certaines scènes, certaines images. Maintenant, j'avais quand même des choses qui me questionnaient, et aujourd'hui, effectivement, plus que jamais, je pense que c'est... Quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est aussi ça, c'est prendre conscience de son corps, de ses limites, prendre conscience de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et apprendre à le formuler. Et on nous apprend souvent avec de très bonnes intentions, hein. Les parents nous disent souvent, sois gentille, dis oui, sois souriante. Ouais, mais en fait, c'est aussi important de dire, en fait, tu sais quoi, si t'es pas à l'aise, dis-le. Et je pense que c'est déjà tout petit qu'il faut l'apprendre, ça. C'est pas juste l'éducation à la sexualité, c'est déjà l'éducation au rapport au corps, à la conscience de soi. Bien sûr, c'est essentiel. Oui, je suis 100% d'accord, évidemment, sur apprendre à dire non, et encore plus en ce qui concerne le corps. Et je pense aussi que la pornographie va complètement à l'encontre de cela, mais elle va à l'encontre parce que c'est la demande des consommateurs de pornographie, parce que le fantasme numéro 1, quasi universel et quasi commun à toutes les vidéos pornographiques, c'est la disponibilité du corps de la femme. C'est-à-dire, dans ces vidéos, les femmes
femmes, généralement, c'est elles qui vont prendre les initiatives, qui vont presque quasiment violer les hommes sur place, qui ne demandent que ça, mais qui vont vraiment y aller parce qu'elles sont à fond dedans. Donc ça, c'est quand même le fantasme numéro 1 de l'homme qui, dans la vie de tous les jours, se demande toujours est-ce qu'il va pouvoir choper ou pas choper. Là, la pornographie, c'est incroyable. Toutes les femmes, elles veulent de nous. Enfin, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et ça n'a rien à voir avec la vraie vie, évidemment. Après, c'est la fonction. C'est aussi la fonction de la pornographie que de proposer quelque chose. Exactement. Et je pense même, si on fait un tout petit peu de sociologie, plus la société cessera d'être machiste, plus la pornographie sera machiste. Parce qu'au fond, c'est aussi un défouloir pour beaucoup d'hommes, la pornographie. Oui, mais alors je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, mais on parle souvent, quasiment tout le temps, de l'image de la femme qui a tendance à être dégradée, caricaturée, mais celle de l'homme aussi. Parce que beaucoup d'hommes, finalement, se retrouvent enfermés dans cette image de la performance, puisque l'homme aussi, dans les films X, est surtout représenté par sa vigueur, son gabarit, sa capacité à bander, sa capacité à durer dans le rapport. Donc, en fait, ce sont autant les hommes que les femmes qui sont concernés dans la représentation. En tout cas, caricature. Dans la caricature. Je pourrais faire une petite touche d'optimisme aujourd'hui. Surtout, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de comptes sur Instagram, qui est un média très utilisé par les jeunes, qui parlent de sexualité et avec vraiment une vocation éducative, expliquer. Et ce sont souvent des jeunes femmes d'ailleurs, jeunes qui n'ont d'ailleurs pas forcément beaucoup d'expérience sur le sujet ou de formation sur le sujet, mais qui s'y sont beaucoup intéressées et qui partagent tout cela avec leur communauté. Et donc on a quand même quelque chose, une plus grande ouverture encore sur la sexualité, donc une meilleure éducation que ces jeunes femmes permettent de diffuser auprès de leurs membres. Et je pense aussi une plus grande ouverture. Et je pense que si en fait les jeunes femmes sont plus ouvertes en matière de sexualité, dans le sens où c'est quelque chose de moins tabou, où il y aura moins de jugement, parce qu'il y a souvent un jugement, si la fille a une sexualité très ouverte, le fait qu'elle soit une salope, ça ce sont des choses qui sont peut-être plus à l'ancienne. On peut espérer qu'aujourd'hui on ait un petit peu moins ce jugement, que ce soit plus cool universellement d'avoir un acte sexuel. Et bien donc dans ces conditions, les hommes, qui seraient entourés par des femmes un peu plus désireuses d'avoir de la sexualité, dans ces conditions, seraient moins en recherche de cette absolue de disponibilité de la femme, puisque c'est quelque chose qu'ils peuvent un peu plus retrouver autour d'eux. Et donc on puisse avoir un petit équilibre. Donc ça c'est la petite touche d'optimisme, si jamais ça évolue de façon favorable dans les années qui suivent. Vernon, je vais tout de suite vous refroidir, je suis désolée. Mais les enquêtes prouvent que les jeunes font de moins en moins l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes entre 20 et 30 ans, on va dire, ont moins de sexualité que dans les années 80, que dans les années même peut-être 70. Donc ça montre bien que c'est pas virtuel aussi. Oui, et puis il y a des choses qui doivent se réadapter. Je pense que aussi certainement les jeunes hommes sont un petit peu en flip parce qu'ils savent plus trop quels sont les codes. Aujourd'hui, il y a une petite perte de code. Comment on fait pour aller dans la rencontre? Est-ce qu'on n'est pas trop lourd? Avec les 3 ans de MeToo, les hommes savent plus trop s'ils doivent y aller, pas y aller. Donc il y a une réadaptation un petit peu qui doit y avoir dans les rapports et vers peut-être plus d'égalité. Et si les femmes prennent un peu plus l'initiative d'aller sur de la drague également, je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'un peu plus égalitaire, un peu plus cool pour tout le monde. Bon, voilà, c'est une vision optimiste, mais pourquoi pas? Mais soyons optimistes, je suis bien d'accord. Mais je crains malheureusement que pour l'instant, on soit un peu on est peut-être un peu dans le tunnel, mais on va en sortir. Voilà. Soyons positifs, vous avez raison. Céline Tran, vous avez quelle vision, vous justement, puisque vous avez des jeunes qui viennent vous voir, qui ont des difficultés avec la sexualité. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que au contraire Forcément, moi, mon point de vue il est un peu faussé puisque je ne reçois que des personnes qui ont des difficultés. Maintenant, il y en a qui me disent merci au porno parce que ça m'a permis à un moment donné d'avoir accès à quelque chose alors que c'était justement tabou. Il n'y a pas, je pense qu'il faut aussi arrêter de diaboliser le porno. C'est tellement vaste. Il y a des contenus, mais bien souvent payants, qui sont de qualité, qui peuvent être très beaux avec des intentions justement d'être plus dans l'éducation, la sensibilité. Et c'est vrai que bien souvent, quand on tape sur le porno, c'est sur l'aspect
certes majoritaire, mais qui est dans le gratuit et qui est très caricatural. Moi, je pense qu'il faut mettre de la nuance là-dedans et surtout aller vers la solution, parce que on aime bien taper sur des coupables, mais surtout concentrons-nous sur les solutions, à savoir effectivement l'éducation, à savoir apprendre à communiquer, parce qu'il y a beaucoup de peur des deux côtés, autant des femmes qui ont peur d'être jugées, qui ont peur de s'autoriser à, et du côté des hommes qui ont cette pression de la performance, qui effectivement veulent bien faire, qui veulent pas passer pour des pervers, mais qui ont aussi leurs fantasmes. Tout le monde a peur en fait, et ça fait plein de gens qui ont des rapports et qui s'enferment dans leur bulle, qui essaient de bien faire et qui finalement ne se disent pas les choses, même dans le cadre du couple. Je reçois des couples qui sont ensemble depuis une vingtaine d'années et qui n'osent toujours pas se dire leurs envies, leurs besoins, leurs limites. Donc je pense surtout encourageons les gens à parler. Et je pense que justement une émission comme celle-ci, elle a énormément de valeur, parce que c'est l'occasion de se dire en fait, peu importe que ce soit normal ou non, ce qui compte c'est moi comment je me sens. Et le plaisir qu'on en retire évidemment, puisque vous avez évoqué le plaisir tout à l'heure. Peut-être rappeler, et ça c'est très 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 important, à tous les parents qui nous écoutent, attention, parce que vos enfants peuvent tomber sur des images pornographiques malgré eux. Donc soyez prudents. Et il y a des associations qui peuvent donner toutes les informations pour que justement les enfants soient protégés. Et peut-être que ce serait bien aussi de prévenir vos enfants qui peuvent tomber sur ces images-là. Et voilà, bon, je crois que c'est important de transmettre ce message, parce que là, quelle que soit l'image que l'enfant va voir, s'il a moins de 12-13 ans, c'est un traumatisme qui peut être considéré comme un abus. Il y a l'association l'Open que je vous recommande, je collabore avec eux, ils font beaucoup de prévention par rapport au digital et porno y compris. Oui, il y a e-enfance aussi dont nous parle souvent Samuel Comblaise. Le petit mot de la fin, je vous le laisse, Arthur Vernon. On n'est ni pour ni contre la pornographie, elle est et c'est bien qu'elle soit là. La pornographie, je pense que ça reste quelque chose de très cool pour ceux qui ont justement envie d'avoir un support masturbatoire. Je pense que ça reste également quelque chose de très cool de façon générale par rapport à l'évolution de la société, que ce soit un petit peu plus facilement accessible. Ça permet de rajouter une petite touche de plaisir comme ça dans la vie de tous les jours. Maintenant, ça ne doit jamais venir en remplacement d'une éducation sexuelle. On ne doit pas faire non plus porter sur la pornographie le poids de l'éducation sexuelle, qui est un problème, un vrai problème dans notre société sur lequel on doit se pencher et trouver une solution. On a parlé de cette émission, mais oui, il faudrait y avoir 1 heure de Brigitte Lahaie dans tous les collèges ou dans tous les lycées de France par semaine. Voilà, on projette l'émission pendant 1 heure et puis comme ça, on a un petit cours un petit peu sur la sexualité. Et puis derrière, il y a des problèmes sur la pornographie, sur la production, sur le consentement, qui doivent être traités, mais qui sont des problèmes, je dirais, plus backstage que ce qu'on voit directement. Donc oui, c'est bien, mais savoir ce que c'est, un divertissement pour adultes qui n'a pas vocation à être partagé avec des mineurs, et puis de faire quelque chose de cool sur la sexualité. Merci Céline Tran, merci Arthur Vernon, et puis tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain nous serons avec Jean-Charles Bouchou et nous évoquerons la manipulation.